Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire avec Akeneo, Imakina et VNB. Alors, on est dans un format totalement hybride ce matin puisqu'on a des spectateurs dans la salle, des spectateurs en ligne, des speakers avec moi sur le plateau, une intervenante qui est en visio, donc on va vraiment mixer tout ça. Et ça tombe bien puisqu'on va parler d'omnicanalité, donc je pense que ça se prête bien aussi à l'exercice. Donc vous qui êtes derrière votre écran, vous pouvez poser vos questions pendant tout le webinaire, hein, puis on les prendra à la fin, n'hésitez pas. Voilà, on va échanger un petit peu, on va essayer de savoir un peu plus sur le modèle VNB et comment VNB utilise le PIM pour faire de l'omnicanalité un moteur de croissance. Mais il y aura sûrement des questions que vous vous posez vous aussi derrière votre écran, donc n'hésitez pas à les poser, puis on gardera 5-10 minutes à la fin pour les faire remonter. Et donc du coup, je suis avec Grégory Toku de VNB, avec Aurélie Bonnevie d'Imakina qui est à distance, et Aurélie, tu nous entends bien? Oui, très bien. Parfait, ça Bonjour marche. À tous. Et Kevin Michelet de Akeneo. Bonjour. Bonjour à tous. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que Grégory, tu nous parles un petit peu de l'enseigne VNB, que tout le monde ne connaît pas forcément, même si vous avez un taux de croissance qui est assez rapide, que vous développez très rapidement sur tout le territoire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette marque, cette enseigne, ses spécificités? Bonjour à tous. Oui, je travaille, je suis le DSI du groupe VNB. Donc c'est un groupe qui a 20 ans, qui a eu 21 ans maintenant. On est implanté sur tout le territoire. On a à peu près 260 lieux de convivialité. Donc on est parti d'un concept il y a 20 ans de cave et bar qui n'existait pas. Ce sont des magasins qui font bar également. Ce sont des bars d'after work. Donc et aujourd'hui, voilà, on en a à peu près 250 de la marque VNB. Puis après, on a d'autres activités dont je vais vous parler. Donc effectivement, la mission principale, on se revendique pas comme des vendeurs d'alcool par principe. Nous, c'est plutôt, c'est de mettre la convivialité partout. Donc c'est vraiment des lieux de convivialité. C'est vraiment notre marque de fabrique. On vit pour ça, on travaille dur pour ça, pour offrir de la convivialité et permettre aux gens de se retrouver et de trouver des bons produits. Donc, elle a été créée en 2001 par Jean-Pierre Deroy et Emmanuel Bouvet. Donc, nous sommes basés en Mayenne. C'est une entreprise mayonnaise, donc le siège est là-bas. Toutes marques confondues, on a 260 lieux de convivialité. On a également cette marque de fabrique d'internaliser beaucoup de choses chez nous. Donc on internalise la logistique, la technologie magasin. On a notre propre effectivement de flotte de camions. On a les équipes agencement magasin sont également en interne. Donc on a cette culture de l'intégration verticale qui fait qu'on a cette maîtrise du sujet qui nous permet de développer rapidement et de bien maîtriser, de bien conserver une maîtrise du concept. Donc la marque la plus connue, évidemment, c'est VNB. Donc c'est un concept cave et bar. Alors ce sont des bars d'afterwork, comme je le disais. Donc c'est des bars qui ferment, sauf soirée particulière, ferment autour de 20h30 à peu près. Et donc on a 250 VNB aujourd'hui sur le territoire. On a une autre chaîne qui s'appelle Levrette Café, le nom est repris d'une de nos bières qu'on commercialise un peu partout. Donc là, ce sont des bars. On a on est producteurs également. On a nos propres vignobles dans le Bordelais avec une Vidia. On a plusieurs châteaux là-bas. Donc c'est nos propres vins qu'on commercialise dans notre réseau également. Ça fait maintenant plusieurs années. On a de très jolis vins qu'on commercialise. Voilà. On a aussi donc notre propre brasserie qui s'appelle Monthardy, qui est à Château-Gontier, justement en Mayenne. C'est une micro-brasserie craft, comme on dit aujourd'hui, puis qu'on distribue également dans notre réseau exclusivement. On a ouvert aussi un nouveau concept qui s'appelle Gargalou, qu'on a ouvert à Bordeaux il n'y a pas longtemps, qui sont dans un bistrot, un canaille, et on espère se développer aussi sur ce concept-là. Évidemment, ça on va en reparler pas mal. Effectivement, on a le site. Ça va être le sujet. Voilà, ça va être un des sujets, un des gros sujets. VNB.fr, qui est donc notre site de vente en ligne, en vente directe et en retrait magasin, évidemment. Alors, on a aussi une activité qui se développe beaucoup, fortement. C'est le Fest. On a un gros festival de musique qui a lieu fin août. On a la 2e édition seulement, mais pourtant ça marche déjà très fort. On a la 2e édition qui aura lieu fin août à Château-Gontier.
On attend pas loin de 60 000 personnes, donc avec des grosses têtes d'affiche. Et aussi, on est donc partenaire d'une équipe notre équipe de voile en partenariat avec deux autres entités, Montbana et le département de la Mayenne, où on est en train de bâtir un nouveau bateau qui sera mis à l'eau fin juin. Et on avait fini 10e du Vendée Globe, au dernier Vendée Globe. Donc voilà, et on a également donc quelques marques propres. Donc ça, c'est notamment la Levrette qui est la plus connue, mais également d'autres marques qui sont de la marque distributeur VNB. Voilà à peu près pour les différents éléments du business. Ouais, ça présente très bien l'enseigne, même le groupe. Déjà, on sent que l'omnicanalité, ça veut dire potentiellement beaucoup de choses chez vous, puisque donc plusieurs enseignes, plusieurs modes de consommation, distribution, puisque c'est à la fois un bar. On va passer du temps avec des amis, déguster sur place et ensuite repartir avec une bouteille ou avec des produits. Tout à fait. L'e-commerce que vous avez rajouté plus récemment, le Click and Collect. Oui, tout à fait. Ça forme les festivals aussi que vous pouvez organiser. Exactement. Toute une panoplie de canaux et d'interactions avec les clients. Tout à fait. Et justement, sur le e-commerce, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est du Covid à peu près. Oui, c'est ça. Exactement. On l'a lancé en 2020. C'est ça. Et donc, effectivement, ça nous a bien aidé pendant le Covid parce que alors, nos magasins étaient restés ouverts parce que la partie cave restait ouverte, la partie bar était fermée, bien entendu. Mais on a pu maintenir quand même une bonne activité sur la cave grâce notamment au site e-commerce et au Click and Collect. Et là, on a vu dans cette petite présentation très rapide que vous aviez cette culture de tout faire en interne, en tout cas de faire beaucoup de choses en interne. Ouais. La partie e-commerce, c'était aussi des choses que vous avez bricolées de votre côté ou vous passez par des solutions Non, là, on travaille avec des solutions, on va en parler après. Donc on a déjà une première solution qu'on va changer. Là, on est en train de refondre complètement le e-commerce pour un peu plus l'infuser justement dans nos technologies internes, notamment la technologie magasin qu'on adresse nous-mêmes. qu'on crée nous-mêmes. Donc là, on est en train de préparer une migration sur Eurocommerce. On va en parler juste après. Et effectivement, on s'attelle, comme pour Akeneo, donc à des outils du marché. Donc pour résumer sur le e-commerce, vous avez lancé le e-commerce un peu en urgence en 2020. Un petit peu en urgence, ouais, c'est ça. Combler le manque de chiffre d'affaires dû à la fermeture des points de vente. Ouais. Et là, vous vous rendez compte 2 ans après que c'est peut-être le moment de consolider un petit peu ce que vous avez créé avec une plateforme un peu plus robuste. Tout à fait. Et à cette occasion, vous rajoutez la dimension PIM que vous n'aviez pas avant. Voilà. C'est ça. Voilà, effectivement, là, pour rebondir sur ce qu'on disait, le PIM était vraiment lancé, le premier PIM qu'on avait été vraiment lancé sur la partie purement digitale. Là, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur de l'omnicanalité. Donc, on va alimenter les caisses, je vais en parler un petit peu après. Donc, effectivement, le but, c'était de centraliser toutes les données produits en amont de nos différents systèmes, y compris le RP. Donc, l'ancien PIM était assez limité et il avait été bâti aussi pour seulement le e-commerce, qui n'avait pas de sens en soi pour un PIM. Ça doit être justement très large. On en a profité pour revoir complètement l'architecture et également tout ce qui est NPI, tout ce qui est nouveaux produits, la stratégie de nos nouveaux produits. On a créé tout un tas de nouvelles références aussi. On est allé, ça a eu un gros impact sur la logistique aussi. Donc on a eu pas mal de choses. Et vous en êtes où aujourd'hui alors à la fois le projet de refonte e-commerce et d'intégration du PIM omnicanal? On a 2 projets sur la partie digitale. On a un projet, les 2 sont sur Eurocommerce, mais effectivement, on a la première qui est à destination des magasins qui sera livrée cet été. Donc, la plateforme de commande centrale d'achat, qui est là, un site fermé à nos magasins. Et je pense au dernier trimestre. On lancera le nouveau site e-commerce qui va être fortement modifié pour justement mieux adresser cette omnicanalité. Et pour avoir une idée, il y a combien de produits dans le catalogue Alors, on tourne à peu près à 5000 références actives. Mais alors, effectivement, les références bougent plus ou moins, parce que vous en doutez, dans la partie de l'alcool, il y a parfois, surtout en ce moment, beaucoup de ruptures. Donc, il y a des produits qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a les millésimes qui peuvent changer, effectivement. Donc, on a aussi cette gestion des millésimes à faire, qui en termes de produits n'est pas une mince affaire non plus. Parce qu'on doit pouvoir transférer d'un produit à un autre, d'un millésime à un autre. Mais on est autour de 5000 produits à peu près références actives. Et ce que j'avais aussi en tête, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fiches produits, ou en tout cas de produits qui ont été créés mais qui ne sont plus forcément d'actualité. Donc il y a aussi tout ce travail de nettoyage. Exactement. Tout à fait. C'est là où effectivement on a toute une partie de nettoyage. On a créé des règles d'ailleurs, notamment sur Akeneo, pour pouvoir justement essayer de maintenir au mieux cette vie des produits. Parce que, comme je vous disais justement dans la slide, on a à peu près 20 000 références historiques. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'entrées-sorties. C'est très vivant, le fichier de référence est très vivant. Et il y a des choses aussi qui font qu'on doit parfois créer pour des raisons douanières, notamment il suffit que le degré d'alcool d'un produit change, on doit créer une nouvelle référence parce que c'est pas le même jus dedans, même si c'est le même produit extérieurement.
Donc vrai, après, on se rend compte quand on discute de projet PIM, chaque secteur a ses particularités avec des fiches produits à créer, des attributs à ajouter. Donc finalement, dans l'alcool, il va y avoir cette contrainte-là. Tout à fait. Aurélie, justement, côté Imakina, comment vous avez accompagné VNB dans ce processus? Donc à la fois j'imagine que vous avez travaillé sur la refonte e-commerce et sur le PIM en parallèle. Et est-ce qu'il y avait des particularités, vraiment des spécificités sur ce projet? Alors nous, en fait, donc déjà côté Imakina, c'est une agence de business digital. Donc l'objectif, c'est vraiment de tirer profit, en tout cas pour nos clients, des technologies et d'essayer d'être toujours, on va dire, au fait des dernières technologies. Et donc, en l'occurrence, là pour le PIM, c'est vraiment quelque chose que nous demandent de plus en plus nos clients, parce que c'est vraiment une brique qui va être centrale, on va dire, dans le système d'information. Et pour ce projet chez VNB, la brique PIM, elle est venue, mais Grégory a commencé à le dire, s'intégrer en fait dans un plan de transformation un peu global finalement du système d'information. Donc c'est une des principales particularités de ce projet. Quand on est arrivé, nous, Imakina, chez VNB pour aider VNB à implémenter ce PIM, VNB avait déjà en fait un système de PIM. Donc, ils étaient déjà très matures, on va dire, sur le modèle de données, sur les produits, la façon de construire les produits. Donc, l'objectif, ça a été plutôt une optimisation plutôt qu'une construction d'un modèle de données, ce qui est déjà assez particulier, on va dire, par rapport à nos clients, parce qu'on a assez peu de clients encore aujourd'hui en France qui sont matures sur le PIM. Mais du coup, c'est très intéressant parce que vraiment la mise en place du PIM, ça a permis à VNB, comme le disait Grégory, de à la fois rationaliser les informations et puis la structure des produits qui étaient déjà en place, d'essayer de mettre en place des best practices en fait finalement, et surtout de s'adapter, d'adapter la technologie aux contraintes métiers, parce que jusqu'à présent, je pense que avec les anciens systèmes, les métiers ont dû faire des choix qui était plus guidé par la technique que vraiment par le besoin métier. Donc ça a permis aussi de faire un peu un ménage et puis d'introduire de nouveaux concepts propres à l'outil Akeneo, mais qui derrière vont venir simplifier vraiment la gestion de l'information de produit par les différents services de l'entreprise. Je crois justement qu'on a une slide qui résume l'architecture et comment ça fonctionne avec le RP, avec la plateforme de commande magasin que tu as évoqué, le e-commerce et les caisses à plus long terme. Tout ça. Alors là, on est vraiment sur effectivement, là, le multicanal s'illustre bien et encore là, on va se développer sur d'autres canaux derrière, mais c'est vrai, l'objectif, c'est vraiment de centraliser. Avant, même avec l'ancien PIM, l'erreur qui était faite, c'était de créer certains produits encore dans le RP. Là, tout part d'Akeneo. Il n'y a pas tous les flux que vous voyez en aval sont verrouillés. C'est-à-dire que maintenant, toute la vie du produit démarre dans Akeneo et donc se diffuse dans le RP, dans lequel on gère notre logistique, en préparation de commandes, expédition. Vu que là encore, comme je disais, on a notre propre zone de préparation et nos propres flottes de camions. On ne sous-traite pas le transport. Et effectivement, donc la plateforme de commande magasin qu'on va sortir là, pour que les franchisés puissent effectivement donc commander les produits à la centrale d'achat, puisqu'ils sont livrés tous les 15 jours à peu près. Et donc le e-commerce. Alors l'actuel e-commerce est déjà alimenté par Akeneo depuis peu. Et effectivement, on va également dans le flux vers Eurocommerce est finalisé. Et on est en train de travailler sur le flux d'alimentation des caisses, qui aujourd'hui est alimenté plus ou moins bien par le RP. Donc là, l'objectif, c'est de faire quelque chose de propre et que cette base soit travaillée, qu'elle vive, qu'elle soit bien unifiée dans le réseau. Et on a des vraies problématiques sur les magasins aujourd'hui avec ça, et ça va nous permettre de bien résoudre ce problème. Kevin, je sais que chaque client est spécifique, a ses particularités. Est-ce que c'est une configuration qu'on retrouve chez des enseignes, qui est commune chez vos clients? Pas forcément. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, à ce niveau-là, oui, c'est une bonne chose. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'habituellement, on est plutôt dans un schéma, on va dire, où on hérite d'un fonctionnement où on enrichissait des choses. Un micro plus proche. Ouais. Hop, c'est bon. Ouais. Effectivement, habituellement, on est plutôt dans un schéma où l'ERP va venir nourrir le PIM avec des informations. Dans le schéma qu'on a ici, le PIM Akeneo va centraliser toute l'information, va permettre la création des produits. Et finalement, l'ERP va être un canal
également liés au PIM. Du coup, on n'est plus seulement dans une notion de canaux de vente, de distribution, mais plutôt dans un canal autant interne que externe, qui permet, comme on le voit ici, du coup, de mieux centraliser l'information produit et de simplifier l'architecture derrière. Donc, on ne le voit pas tant que ça sur le marché, pour le coup, mais c'est dans les bonnes pratiques que l'on pousse également chez Akeneo. Donc, voilà, on a déjà une maturité chez VNB, enfin, il y a déjà une maturité qui existait, et grâce à Akeneo, qui permet du coup encore de s'améliorer et de simplifier du coup tous ces sujets d'architecture. Ce sera un exemple à suivre si on a les mêmes problématiques. Exactement. Là, on a parlé des outils, on a parlé de l'architecture. Il y a aussi la dimension humaine qui est extrêmement importante dans tous les projets PIM. Je pense que tous les trois, vous pouvez le confirmer. Comment ça se passe cette migration? Qu'est-ce que ça change au siège? Qu'est-ce que ça change aussi pour les franchisés sur le terrain? Comment vous faites en sorte que ce soit adopté, qu'on comprenne les enjeux, ou qu'en tout cas, il n'y ait pas tout le monde qui se mette à créer ses fiches produits et ses produits dans son coin? Effectivement, c'est vraiment des changements de process, parce que quand il y a une habitude pendant de nombreuses années à créer les produits un petit peu à l'arrache, hein, pour parler, mais c'est vrai que ne faites pas processer cette partie-là qui est quand même critique, fait que ça a des gros effets de bord, et sur le SI, mais également dans les pratiques en général, on est ralenti. Donc effectivement, ça a été un très bon prétexte pour changer toute la gestion de la vie de nos produits. On a revu complètement le modèle de référencement du groupe. On a créé tout un tas de modèles UVC qu'on n'avait pas avant. UVC. Alors c'est les unités de vente consommateurs. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment la dernière. C'est vraiment le produit qui est sur l'étagère, quoi. Que ça soit dans l'entrepôt comme dans le magasin. Jusqu'à présent, c'était pas le cas. Donc là, on est allé juste là, on a créé ces fameux modèles UVC. Ça a un impact assez considérable sur la logistique, parce qu'effectivement, dans la préparation de commandes, on ne va pas adresser les mêmes références qu'avant. Donc il y a un vrai modèle de changement. Alors, on a une équipe logistique qui est très très résiliente, très agile, donc ça nous a permis de rebondir rapidement là-dessus sur ce nouveau modèle. Mais l'impact a été très important. Et effectivement, d'avoir donc maintenant un PIM full multicanal, et encore là l'architecture actuelle n'est pas définitive, hein, il y a encore d'autres choses sur lesquelles on va se développer derrière, d'autres canaux qui seront alimentés également par Akeneo. Et donc on a aussi pris, alors là le projet n'a pas encore démarré, on va s'y atteler, on attendait d'être bien mature sur le travail qu'on a fait, hein, qui est quand même assez récent, hein, malgré tout, pour développer le onboarder, hein, donc pour permettre on pourra y revenir un petit peu. Ouais, on va revenir après. Des questions aussi de la salle. Et on a créé un poste de responsable de base article, justement, ce qui n'était pas le cas avant, donc pour faire être le pilote de cette base article, de cette vie des produits. Mais du coup, si je comprends bien, et pour résumer, en fait, le e-commerce, on en a finalement assez peu parlé, c'est plus un prétexte, cette refonte e-commerce pour changer la façon de s'organiser, de travailler, y compris avec les franchisés en point de vente. Tout à fait. C'est un prétexte. Et puis le PIM, effectivement, on le voit bien parce qu'on on commence à s'atteler à la fameuse branche qu'on voit sur la droite, là, sur les caisses. On commence à travailler sur ce flux-là, hein, et on voit que l'impact n'est pas anodin, parce que les magasins ont la capacité aussi de créer leurs propres produits en caisse. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a des doublons entre les magasins? Voilà. Donc il y a un vrai sujet là qu'on est en train d'adresser sur le papier pour l'instant, hein, pour pouvoir, d'ici la fin de l'année, gérer ce flux. En tout cas, le rendre le plus propre possible. Techniquement, le flux sera prêt avant. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin dans le process pour qu'aussi on soit dans des best practices aussi sur ce flux-là et qu'on ait une bonne uniformité des magasins. Parce que ce qu'on comprend aussi à demi-mot, c'est que c'est un peu le point de départ de tout ce que vous allez pouvoir faire ensuite en omnicanal, de Exactement. Commander en caisse pour une livraison chez les clients, Tout parce à qu'on n'a fait. pas le stock en magasin. J'imagine aussi se faire livrer chez un magasin à proximité qui lui a le stock, gérer du click and collect, gérer tout ça. Et il faut avoir ce PIM, ou en tout cas ce modèle unifié autour de la donnée produit pour pouvoir activer tout ça. D'autant qu'après, on a par exemple, c'est assez propre au métier de l'alcool en général, hein, puisqu'il y a pas mal d'offres locales, surtout en France. Hein, on a beaucoup de terroirs, notamment dans le vin. On a beaucoup de micro-brasseries qui se sont créées. Donc effectivement, les magasins doivent aussi adresser une offre locale. Donc comment nous, on va l'adresser? Est-ce qu'on doit la centraliser ou pas? Enfin, il y a un vrai sujet, c'est passionnant, hein, parce que c'est très large, hein, comme sujet. Et comment on va adresser tout ça? Donc c'est effectivement à nous de bien construire les choses, et l'outil va nous y aider. Et comme tous les modèles avec des franchises, il y a cette question de quel est le degré de liberté qu'on laisse en local. Exactement. Et comment on trouve le bon curseur, puisque voilà. J'imagine que chacun a envie de rajouter son producteur local, d'avoir son assortiment qui soit vraiment spécifique à sa zone de chalandise. Tout à fait. Donc ça, c'est des règles que vous allez fixer, des discussions que vous avez en cours.
Alors, il y a des règles qui sont standards, type au contrat de franchise, hein, par rapport à un taux de produits locaux par rapport à la centrale. Ça, c'est propre à tous les réseaux de franchise, hein, enfin beaucoup en tout cas. Mais effectivement, c'est vraiment l'organisation de cette base produit, comme on l'a fait vivre. Sur la partie magasin, il y a un vrai challenge. Et je ne sais pas si, Kevin, tu veux répondre à cette question, mais est-ce que le fait d'avoir un PIM comme Akeneo, ça facilite justement la gestion de ces règles Oui, clairement, ça permet d'automatiser déjà une partie du travail. Donc oui, clairement, ça le facilite. Et en plus de ça, sur les différents éléments qu'on a, sur faire participer des fournisseurs, sur créer un nouveau poste, rajouter du coup ce côté multicanal, on a la tech, on a l'IT forcément et la base IT qui doit être saine pour justement pouvoir supporter cette croissance. Mais on a surtout une conduite du changement liée à ça qui est hyper importante. Et généralement, alors ça peut être un sujet qui peut être sous-estimé au début d'un projet par exemple, mais on sait que dans ce genre de transformation, il faut compter sur les humains. Il faut embarquer les humains dans ce genre de projet. Bon, je pense que tu me contrediras pas. Tout à fait. Et clairement, c'est un sujet qu'il faut identifier dès le début, parce qu'il va falloir, on va changer les pratiques de certaines personnes. Donc que ce soit sur de la logistique, que ce soit les personnes métiers, sur le digital, tout le monde va être impacté par ce type de transformation. Donc clairement, à pas sous-estimer dès le début d'un projet. Clairement, ouais. Alors là, on a parlé d'impliquer les franchisés, le siège autour de ce changement autour de la donnée. Il y a aussi donc les fournisseurs, c'est ce qu'on a un tout petit peu évoqué avec l'onboarder que vous allez mettre en place. J'imagine que vous avez des centaines et des centaines de fournisseurs, surtout si vous avez des petits producteurs locaux. Tout à fait. Vous n'avez pas que de la marque propre, vous n'avez pas que vos propres produits. Comment vous allez faire? Est-ce que demain, tous vos fournisseurs vont entrer eux-mêmes leurs références produits, leurs attributs directement dans le PIM ou comment ça va se passer? Alors non, clairement non. On ne peut pas exiger un niveau d'engagement sur ce travail de création de produits d'une grosse entreprise, d'un gros fournisseur qui est très mature, d'un petit vigneron dans le Bordelais ou qui lui doit déjà s'occuper de ses vignes. Et effectivement, le niveau d'exigence, on ne peut pas leur exiger la même chose. Donc, fatalement, on ne peut pas l'appliquer. J'allais dire, logistiquement difficile de l'exiger à tout le monde parce que, comme tu l'as bien dit, la majorité de nos produits, nos fournisseurs sont des petits fournisseurs. Donc c'est pour ça qu'on va travailler surtout avec les gros 50 fournisseurs voilà. qui ont déjà l'habitude de travailler avec la grande distribution, qui ont déjà peut-être même mis en place des onboarders ou des choses comme ça. Oui, et puis qui ont cette habitude de faire vivre des produits, qui ont des équipes justement, et c'est aussi des fournisseurs avec qui on a des rotations de références qui sont assez fortes. Donc ça a du sens. Aurélie, je te vois acquiescer. Est-ce que tu aurais des conseils ou des recommandations à donner à des enseignes qui se posent la question d'intégrer un PIM, des bonnes pratiques, des choses que tu as aussi peut-être potentiellement appris lors de cette expérience avec VNB? Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Kevin. C'est-à-dire que ce qu'on constate souvent, c'est que les entreprises ont envie d'adopter un PIM et comprennent l'intérêt du PIM, mais en fait, une fois que le projet démarre, on se rend compte que effectivement, les équipes n'ont pas forcément été suffisamment onboardées en amont. Le PIM, c'est vraiment un changement d'état d'esprit dans la façon de gérer les produits. Évidemment, ça va permettre de faire des bons, on va dire, sur la partie omnicanalité. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment pas sous-estimer le travail nécessaire pour mettre en place ce PIM, parce que derrière, ça veut dire quand même repenser le modèle de données, l'optimiser. Ça veut dire une implication totale des équipes métiers et pas partielle. Et donc derrière, effectivement, comme le disait Grégory, ça amène souvent sur des créations de postes de responsables data produits, par exemple. Et ça, pour moi, c'est vraiment le conseil fondamental que je donnerais aux entreprises qui souhaitent se lancer dans cette aventure, on va dire, de PIM, c'est de vraiment ne pas sous-estimer, on va dire, le travail que ça implique pour les équipes métiers, parce que c'est pas uniquement mettre en place un outil, c'est vraiment changer la façon de travailler des personnes en interne et les méthodes pour alimenter en fait les informations produits. Et souvent, on se dit, à tort, que le PIM alors c'est vrai. In fine, le PIM va permettre de gagner du temps, mais ça va, dans un premier temps, obliger les équipes à être plus exigeantes dans la façon de renseigner, en tout cas, l'information produit. Donc, dans un premier temps, ça va prendre un peu plus de temps aux équipes métiers, et ensuite, ça va être un gain extraordinaire de temps.
Donc c'est ça à faire comprendre, c'est qu'on va passer plus de temps sur le démarrage, sur l'initialisation des fiches produits, et que derrière, c'est un gain de temps sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années, parce que tout aura été bien mis en place au départ. C'est ça. Exactement. Oui, ça, on l'a expérimenté chez nous, effectivement. Hein, pendant ce changement, on peut avoir une impression d'alourdir les process parce que déjà c'est nouveau, il faut que les gens s'y fassent. Ça rigidifie un petit peu les process. Mais clairement, derrière, une fois que ça roule, le gain de temps, on le sent, et en qualité et en gain de temps. Donc. Il y a combien de personnes qui sont impliquées sur ce type de projet? Comment on définit les interlocuteurs à intégrer dans les groupes de travail, dans toute cette réflexion? Là, c'est surtout s'assurer qu'il y ait aussi un bon suivi, là encore, des process par rapport aux différents responsables de service. Donc, nous, effectivement, ça va être les responsables produits, la logistique, mais également là pour le digital aussi. Enfin, voilà, il y a mon équipe à la DSI aussi. Voilà, ça couvre quand même un spectre très large. Hein. Il y a assez peu d'équipes qui ne sont pas concernées dès l'instant qu'on touche aux produits. C'est quand même, ça regroupe beaucoup de gens. Et effectivement, il faut avoir s'assurer d'un bon suivi des responsables de service pour que ces process, là encore, soient respectés et de la bonne manière. Et trouver les moyens de faire en sorte qu'ils soient respectés. Exactement. Les bons leviers. Les aussi, bons leviers. Après, les gens comprennent, même si affectant, tu as un changement au début qui peut impacter les gens comprennent rapidement l'intérêt de la chose, hein, parce qu'on voit quand même les effets positifs assez rapidement. Alors, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions sur le chat. On va les prendre tout de suite. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser maintenant. J'ai une dernière question pour Kevin, qui va être... voilà, on a évoqué beaucoup de conseils, beaucoup de recommandations sur réussir son projet PIM, ou en tout cas bien le mettre en place au début. Est-ce que tu as d'autres conseils, d'autres vraiment bonnes pratiques à ne pas oublier quand on se lance dans un projet de ce type? Clairement, le premier point, je dirais, qui est vraiment aussi à l'initiative d'un projet PIM et qui garantira son succès et aussi sa vitesse d'implémentation, ça va être la préparation. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir centraliser, standardiser la donnée, on a déjà de l'existant qui, dans certaines structures, sont éclatés en 10 fichiers Excel différents, dans 10 services différents. Donc le côté centralisation, à ce moment-là, on va l'oublier. Il va falloir pas mal travailler déjà en amont pour justement centraliser cette donnée, pour après pouvoir l'exploiter dans un outil métier derrière, parce que cet outil va être utilisé au quotidien par des équipes. Cet outil va vivre, mais initialiser cet outil-là, c'est pas une mince affaire. Donc il faut aussi se préparer, c'est-à-dire adresser les bonnes personnes, adresser les bons profils en interne, que ce soit du réglementaire, des personnes plutôt côté business, côté marketing, côté logistique, côté technique, vraiment tous les types de services. Préparer au maximum, ce qui permet d'arriver avec déjà des choses écrites, et après on réfléchit sur le modèle de données, accompagné par l'éditeur et des intégrateurs, pour justement délivrer ensuite le projet qui du coup continuera à vivre par la suite. Mais du coup la préparation est hyper importante. Justement, on a une question de Fabrice sur le chat qui demande combien de temps a été nécessaire pour faire la revue complète du modèle, définir l'architecture sur la partie vraiment Akeneo, PIM. Ça a mis combien de temps? Alors nous, ça allait, Aurélie l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous on avait déjà une maturité quand même sur le modèle. Alors on l'a revu, hein, le modèle a été quand même revu malgré tout, mais on partait pas de rien. Donc nous, c'est allé globalement assez vite. Hein. En quelques semaines, on avait. Quelques semaines. Oui, mais là encore, sûr que je sais pas. Voilà. Ouais. Là encore, je pense qu'on n'est pas du tout le bon exemple, en tout cas révélateur de la réalité du terrain. Enfin, je pense que. Justement, à ce sujet-là, j'ai une anecdote. Un de nos clients, bon, Babola pour pas le citer, justement pour préparer ce projet PIM, là pour le coup, il partait de fichiers Excel. Là, on était clairement, on partait entre guillemets d'assez loin. Et en fait, ils ont justement convoqué entre guillemets ou adressé du coup les bonnes personnes en interne. Oui, pour taire l'anecdote, ils les ont enfermés pendant 2 jours dans une salle pour se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va utiliser nos données. Ce qui leur a permis derrière de délivrer un projet PIM en 3 mois, ce qui est plutôt une très bonne chose pour une entreprise qui n'en utilisait pas auparavant. Mais du coup, ça revient à cette étape de préparation. Si on part de rien et effectivement qu'on n'a rien centralisé au début, ça peut prendre beaucoup plus de temps, clairement. Oui, je voudrais juste compléter, effectivement, je suis complètement d'accord. Chez VNB, c'est allé très vite. En 3 mois à peu près, on avait finalisé le projet.
ce qui est très rapide parce qu'on est vraiment parti d'un existant. Après, on va dire qu'en moyenne, sur les différents projets qu'on fait avec nos clients, on est plutôt sur 6 à 8 mois. Parce qu'il y a cette phase de préparation qui va impliquer qu'on ait un peu des temps de respiration côté client pour qu'il ait le temps effectivement d'adapter, de réagir par rapport aux différents ateliers qu'on fera ensemble et de se mettre en ordre de marche. Justement, comment, c'est une autre question du chat de Quentin, comment vous avez fait pour faire en sorte que tout le monde adhère, en tout cas le maximum de gens adhèrent à cette vision, ce projet d'unification des fiches produits? On n'est peut-être pas encore le meilleur exemple dans le sens où nous, nos valeurs d'entreprise font qu'en général, les gens nous suivent, même si on ne respecte pas toujours les process. Mais en tout cas, les choses bougent assez vite chez nous parce que les gens facilement s'embarquent dans les projets. Mais les gens ont rapidement compris que centraliser la donnée quelque part dans un outil mature, avec des process matures, il y avait un vrai impact sur le terrain derrière. Donc il y a une partie de pédagogie évidemment, mais les gens ont rapidement compris l'intérêt de la chose. Donc il faut bien expliquer. Et ce qui est vrai que alors, quand on parle de fiches Excel, comme tu disais pour notre client, c'est encore un peu différent parce que là le gap il est quand même assez conséquent. Mais là nous on avait plus des problèmes de désorganisation qui fait que là les gens se disent si tu leur vends de l'organisation propre, les gens adhèrent plus facilement, quoi. Alors une autre question de Laure, quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Alors il y a le projet de caisse, donc l'intégration du PIM dans les caisses, mais peut-être plus largement sur l'omnicanalité, sur le développement du modèle. Alors pour l'instant, il y a des projets sur lesquels on travaille que j'évoquerai pas aujourd'hui en toute logique, mais effectivement là la vraie étape, le nouveau site e-commerce va sortir en fin d'année, hein, donc clairement là on est en plein dedans. Et oui, c'est toute la partie caisse que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, où l'objectif c'est de bien harmoniser toute notre base de données de caisse. Pour s'assurer qu'on ait une vraie cohérence dans tout le réseau et qu'on ait une visibilité également sur tous les produits qui sont vendus dans le réseau, y compris peut-être ceux en direct. Là encore, c'est une réflexion qu'on doit faire, qu'on doit avoir, pardon. Mais voilà. Après, sur d'autres projets, là encore, le digital, il y a un spectre d'activité qui est assez intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne s'interdit pas sur ce sujet-là. Mais pour l'instant, on n'est qu'au début. Donc, ouais, j'ai une question bête qui va peut-être vous sembler bête, mais en introduction, tu t'expliquais que vous avez cette culture de développer beaucoup de choses en interne, notamment le système de caisse. Pourquoi pas avoir développé votre propre PIM? Alors, bonne question. Alors, pour rebondir sur l'aspect caisse, en fait, l'utilisation du PIM qu'on en avait, d'ailleurs, on a pris la version SaaS, hein, qui renforce encore cette logique-là, c'est qu'on a quand même des besoins qui sont assez standards sur ce sujet-là. D'accord, donc pas besoin de réinventer la roue. Voilà, sur la partie amont produit, on reste c'est du retail, enfin non Alba en plus, mais en tout cas c'est du commerce. La partie caisse, c'est plus différent, c'est un peu différent parce qu'on est un modèle hybride. C'est-à-dire que soit vous êtes caviste, donc nous on fusionne le retail et l'hospitality. D'accord, en fait. Soit vous avez des fournisseurs qui vous proposent un système de caisse pour un caviste, soit pour un bar ou restauration. Mais il n'y a aucun des deux qui permet de faire... En tout cas, qu'ils ne le font pas aussi bien qu'on le souhaitait. Donc c'est vrai que la logique veut qu'on a voulu qu'on le développe en interne. Et là, on est en train de refondre tout le modèle de caisse là, depuis un an. Là, et effectivement, on voit bien le levier que ça fait de le développer en interne. Donc là, il y a un vrai intérêt. Donc l'idée, c'est quand vous ne trouvez pas de solution qui vous corresponde sur le marché, parce que vous avez des spécificités très, très particulières, voilà, et puis, vous développez en interne, mais quand il y a une solution sur étagère ou qui peut s'adapter à vos besoins, comme Akeneo ou comme une solution e-commerce, là, vous l'adoptez très simplement. Oui, puis c'est le cœur du métier, effectivement. Quand on a des problématiques, on peut déployer des patchs correctifs très rapidement, alors qu'avec un éditeur, quand on est vraiment dans le jus au niveau du magasin ou des problématiques magasins, il y a la criticité, elle monte d'un cran et les exigences aussi. Alors qu'effectivement, sur la partie PIM, on est vraiment sur quelque chose dans des besoins qui sont assez standards. Et l'objectif, c'est de les faire bien, justement. C'est-à-dire que faisons le standard jusqu'au bout. Et donc, c'est pour ça que ça allait très bien, quoi.
Et bah, du coup, j'ai une dernière question qui vient aussi du chat de la part de Julien, qui sera peut-être la conclusion, et ce sera pour Kevin. Là, on a vu, comme l'expliquait Aurélie, que VNB est une enseigne assez mature sur le PIM. Comment vous faites, vous, en tant qu'Akeneo, en tant que fournisseur de solutions PIM, pour faire monter en maturité vos prospects, vos clients? Quelles sont les ressources que vous mettez à disposition? Comment on fait pour gagner en maturité quand on est un client? Ouais. Alors ça se découpe en deux phases. Lorsqu'on lance un projet PIM, on a toute une phase de conception. Donc du coup là, on va rentrer dans des concepts justement de modélisation de catalogue. Grégory, ce dont tu parlais tout à l'heure, la gestion des UVC, donc avoir des modèles de données. C'est-à-dire, voilà, j'ai un type de vin, je vais avoir tant de millésimes, mais du coup, mes informations par millésime ne seront pas exactement les mêmes. Donc du coup, comment est-ce que je vais les adresser via l'outil? Ça, c'est des choses que l'on va voir plus dans une phase projet. Donc là, on va avoir une phase quand même de montée en maturité, de montée en compétences, justement, et c'est là où... Et là, vous intervenez pour guider, pour partager les bonnes pratiques, j'imagine. Exactement, et dans la plupart de nos projets, justement, on intervient en collaboration avec des partenaires intégrateurs, comme Imakina. Du coup, c'est vraiment un travail que l'on construit donc, de manière tripartite entre éditeurs, intégrateurs et le client, forcément, parce qu'il faut embarquer les équipes en même temps dans ces sujets-là. Voilà, la création d'un nouveau poste, ce n'est pas une mince affaire. Donc on a un accompagnement à ce niveau-là, c'est une première étape. Et ensuite, une deuxième étape, plus une fois qu'on a une base installée qui est vraiment bien installée, donc là c'est le cas du coup avec VNB, là on va rentrer dans une phase d'accompagnement un peu plus long terme, où justement on va aborder ces sujets de conduite du changement, ces sujets d'omnicanalité. On a beaucoup de projets PIM qui ont commencé simplement avec un sujet e-commerce. Mais derrière, on se rend compte que j'ai mes magasins, que j'ai potentiellement des sujets marketplace, des sujets print aussi. Donc, on est là aussi en tant qu'éditeur pour justement accompagner là-dessus. Donc, au quotidien, en étant le point de contact principal de nos clients là-dessus. Et là, je vois qu'une nouvelle question vient d'apparaître de Fabrice, mais je crois qu'on a répondu plus ou moins. C'est la version SaaS en Akeneo que vous utilisez. Oui, tout à fait. On a pris la version SaaS parce que parce que justement nos besoins sont, en tout cas quand ils ont été identifiés, quand on a dû faire ce choix, ont été identifiés comme assez standards globalement. L'intérêt aussi de la version SaaS, c'est qu'effectivement on bénéficie des différentes mises à jour, alors que si on se retrouve dans la partie pass, enfin ou on-premise, on doit gérer nos montées en version. Et effectivement, le bénéfice-risque, ou en tout cas le gain métier n'était pas suffisant pour en tout cas passer sur ces versions-là. Et la version SaaS nous convient très bien. Alors je sais qu'on peut le faire dans un sens, dans l'autre c'est plus possible. Si effectivement, s'il en est avec les années, il s'avère qu'on aurait besoin d'un peu plus d'autonomie sur ça, peut-être qu'on basculera sur l'autre version. Pour l'instant, en tout cas, je vois absolument pas d'arguments qui vont dans ce sens-là, en tout cas. Ouais, et dans cette optique-là, le fait d'être justement sur notre version donc Serenity SaaS, ça permet du coup aussi une stabilité, dans le sens où du coup on reste sur un standard qui va être maintenu par nos équipes, et donc à ce moment-là, on garantit cette stabilité, nous en tant qu'éditeurs. Ensuite, effectivement, on est sur du standard, des besoins spécifiques ensuite peuvent arriver, mais la plupart du temps, c'est des besoins qu'on arrivera à adresser plutôt en dehors de l'outil. C'est-à-dire, par exemple, chez VNB, on est dans un écosystème qu'on pourrait qualifier de sain, finalement, où on va avoir chaque outil va faire ce dont pourquoi il est fait. Et ensuite, si d'autres besoins arrivent, ça peut être d'autres outils, ça peut être d'autres connexions qui permettront de répondre à ces besoins-là. Et au fur et à mesure du développement des projets, on se rend compte qu'on n'a jamais eu besoin, en tout cas pour le moment, on croise les doigts quand même, de revenir sur plus de customisation dans l'outil. Clairement, l'outil SaaS maintenant permet de garantir cette stabilité, notamment dans des objectifs de croissance, d'omnicanalité, de déploiement de nouveaux canaux. C'est vrai que nous, dans notre cas, effectivement, avec les règles qui sont déjà possibles de construire dans l'outil, même dans le SaaS, nous l'intégration, c'est pas visible ici parce que c'était pas nécessaire, c'était une architecture simplifiée, mais on a un bus en fait de services entre les deux qui repose sur un iPass, qui fait que on peut compenser éventuellement certaines choses via ces connecteurs, ce lot de connecteurs qu'on a créé nous-mêmes. Donc c'est exactement ce que disait Kevin justement. Très bien. Aurélie, peut-être en conclusion, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Sinon, Non, mais c'est vrai que sur le SaaS, juste pour conclure là-dessus, l'avantage aussi, c'est que du coup, comme toutes les modifications se font de manière automatisée, c'est vrai que nous, côté Imakina, on va intervenir au début et après, on sera vraiment en maintenance très light
le client est vraiment complètement autonome une fois qu'il a pris la version SaaS, parce qu'il n'y a absolument pas besoin en fait de faire d'intégration par la suite. Donc, on va dire que d'un point de vue budgétaire également, c'est assez intéressant, puisqu'on n'a pas besoin de maintenir en fait la solution, contrairement à du PaaS, où là, on serait obligé, dès qu'il y aurait une montée de version côté Akeneo, d'intervenir, nous, côté intégrateur. Très bien, c'est très clair. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a répondu à plein de Merci questions. beaucoup. Je pense qu'il y a encore plein d'innovations à observer dans les mois, les années à venir chez vous. On va regarder ça avec attention. Et merci à tous et bonne journée. Merci. Merci.